Pour l'émission spéciale de ce jour, nous revenons ici avec nos chers invités. Emmanuel Vivien Thomy, journaliste, directeur de publication de Plume Libre. Il est également conseiller en communication politique. Joachim Italaké, également journaliste, directeur de publication de Afrique Plume. Et Madame Dado Nora Noviekou, coordinatrice nationale de WANEP Togo. On va toujours parler de la libération de ces 46 militaires ivoirien et analyser les propos du chef de l'exécutif ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes des pays frères. Parlant de la Côte d'Ivoire et du Mali, nous allons œuvrer pour le meilleur de ces deux nations. Alors, Madame Dado Nora Noviekou, ces propos, comment les analyser? Alors, les propos du président Ouattara, je pense, sont bien pensés et tombe à point nommé parce que pour avoir traversé cette crise de 6 mois, ces deux pays ont besoin de repartir sur de bonnes bases. Et je me dis que le président n'a fait que confirmer, en tout cas, qu'il n'y a pas de problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et c'est vrai que ces 6 mois n'ont pas été faciles, ça a été tendu, ça a même... je dirais, effriter un peu les relations entre les deux présidents, pas les deux pays, mais les deux présidents. Mais avec l'acte posé par le Mali en graciant ses militaires, ça vient aider à repartir sur de nouvelles bases. Alors, ces propos ne viennent que réconforter, ne viennent que, je dirais, tendre la main à l'autre pour dire, repartons à zéro. Et c'est ça aussi dans une situation de conflit. À un moment donné, il faut quand même faire le pas vers l'autre et vouloir à ce que on puisse aller de l'avant. C'est une décision personnelle et c'est aussi une décision qui se construit. Ce n'est pas juste le dire là et c'est fini, mais c'est dans la suite que réellement je me dis que ces mots du président Ouattara verront toute leur essence ou verront toute leur... pertinence dans ce qui suivra après. Mais déjà, c'est très bien que ça soit dit maintenant et la suite nous en dira plus. Donc, c'est, si vous voulez, des mots d'ouverture. Si vous voulez, c'est des mots de quelqu'un qui veut la paix et qui est dans le processus parce qu'on a entendu aussi des choses avant. Et là, le langage est différent et c'est réconfortant. Alors, doyen, ici, c'est plus sur ce plan conseiller en communication politique. On se souvient de 2 interviews accordées par des confrères à 2 présidents africains. D'abord, le président nigérien Bazoum et le président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo. Ces 2 présidents avaient dit que le président Alassane Dramane Ouattara parle toujours bien du Mali quand il se retrouve. Ces propos, selon vous, confirment cela? Nous sommes en politique et en diplomatie. D'abord, quand il y a les sommets des organisations régionales ou sous-régionales comme la CEDEAO, vous êtes autorisé à filmer la première partie. On voit les présidents ensemble. Mais les discussions, il y a des discussions où même les ministres ne sont pas autorisés à participer. Il y a certaines discussions qui se font carrément tête à tête et c'est juste après maintenant qu'ils s'entendent sur ce qu'il faut sortir comme communiqué. Et donc, les ministres des Affaires étrangères travaillent beaucoup dans les couloirs. Des fois, on les accepte dans la salle. Des fois, on leur dit, nous allons nous rencontrer entre les présidents. Les ministres font des propositions. Voilà ce que nous proposons. Et les chefs d'État se retrouvent pour analyser et prendre les décisions. C'est ce qui fait que c'est difficile de savoir exactement les propos que M. Ouattara, Alassane, tient à propos du Mali quand il y a de ces sommets, quand il y a les sanctions. Tout est juste spéculation. On a dit que le président aurait dit, mais on n'a pas l'assurance, puisque il y a quand même un secret qui entoure les sommets des chefs d'État. Un sommet, ce n'est pas une conférence. Si c'est une conférence, c'est ouvert, on peut tout dire, ainsi de suite. De toute façon, ce qui est déjà décidé par les dirigeants, on va vous présenter cela. Bon, même si vous n'êtes pas d'accord, ça passe.
Mais il y a ce secret-là de tête-à-tête qu'on ne peut pas dire. Maintenant, sur le cas du Mali, il y a des présidents africains qui ont dit nous ne pouvons pas tolérer cette pagaille de 2 coups d'État en moins de 2 ans. 2 ans. 2 coups d'État en moins de 2 ans. Et c'est de bonne guerre. C'est des présidents qui ont été élus. Et donc, quand tu vois la tête de ton frère dans le feu, ben, tu te dis, moi aussi, ma tête peut se retrouver là. Alors, il faut se protéger d'abord. Tous les présidents qui sont aujourd'hui au pouvoir veulent être rassurés qu'il n'y aura pas de coup d'État dans leur pays. Et donc, on ne peut pas être complaisant avec ceux qui font les coups d'État. Il faut être dur avec eux. C'est pratiquement naturel. Même si M. Assimi Goïta allait aux élections et est réélu comme président de la République, il ne va pas accepter qu'on lui fasse un coup d'État. Il ne va pas tenir un bon discours face à des gens qui font des coups d'État. Et moi, je suis de ceux qui pensent que les coups d'État ne sont pas démocratiques. Les coups d'État ne sont pas à confondre avec une révolution. Et les révolutions ne sont pas à confondre non plus avec des attaques du genre qui se passe au Brésil aujourd'hui. Non, ça, ce n'est pas une révolution. C'est une bande, pas de terroristes, mais de personnes ayant des objectifs bien déterminés qui veulent en découdre avec le pouvoir. Ce qui n'est pas normal. Parce que de jour en jour, on s'éloigne de la démocratie. Regardez présentement en Afrique, on a combien de gouvernements de coups d'État. Ce n'est pas normal. Quand vous faites un coup d'État, normalement, vous deviez vite faire pour organiser les élections et partir. On sait, comme l'a dit Gueye, que vous êtes venu pour balayer la maison. Mais quand vous mettez tout en œuvre pour pouvoir vous installer et ne pas partir, serez balayé. Vous serez... Bon, moi, je ne vais pas utiliser ce mot, mais... Puisque parlant de Gueye, il a été finalement balayé. Il était venu pour balayer. Alors, pour revenir au Mali, effectivement, le président Ouattara fait partie de ceux qui pensent que les coups d'État ne doivent pas être acceptés. Et souvenez-vous, déjà au niveau des chartes de la CEDEAO, même au niveau de l'Union africaine, il y a des dispositions qui disent les présidents issus des coups d'État ne peuvent pas être acceptés dans les instances, dans les sommets. Mais par la suite, on est obligé de faire avec. Et petit à petit, les coups d'État se répètent. Aujourd'hui, il appartient à tous les présidents de transition, parce qu'on les appelle bien gouvernement de transition, de vite organiser les élections et de partir. Maintenant, si leur peuple même veut, si les Maliens veulent que Assimi Goïta redevienne président... On l'a vu avec ATT par exemple. Ils n'ont qu'à voter pour Assimi Goïta pour devenir leur président. Mais les coups d'État sont à bannir en Afrique et aucun président élu démocratiquement ne peut être pour les coups d'État. Quoique ce sont des pouvoirs de fait avec qui il faut discuter, parce que si vous ne savez pas pénaliser les présidents de pouvoir, les présidents issus des coups d'État ou les pouvoirs de fait, vous allez faire du mal plutôt à la population qui va souffrir. C'est la population qui souffre des différentes sanctions. Prenez un pays comme le Mali. Ceux qui ont fait le coup d'État, même si vous les sanctionnez, ben, ils ne vont pas sentir cela, mais c'est la population à la base qui va sentir. Donc, aujourd'hui, on s'en tient aux propos de M. Ouattara qui dit il n'y a plus de problème entre nous, l'incident est clos, nous allons nous entendre, reprendre la coopération. Je vais même inviter le président du Mali. On espère aussi que le président du Mali accepte l'invitation ou invite aussi son homologue de la Côte d'Ivoire à lui rendre visite. Si le président Faure Gnassingbé a pu aller au Mali, je pense que le président Ouattara aussi peut aller au Mali. De la même façon, si le président Faure Gnassingbé du Togo va en Côte d'Ivoire, le président Assimi Goïta aussi peut y aller. Je pense qu'il faudrait montrer un autre visage de cette Afrique-là, dirigée par des jeunes qui ont des visions pour le peuple. Si on est panafricaniste, on doit demeurer panafricaniste et prouver cela dans les actes. Alors, je vois comme Talaké, pour le moment, vous dites que le président Assimi Goïta ne doit pas aller à Abidjan, ou bien c'est pas ce que vous avez dit? Bon, c'est juste pour vous tacler. Alors, comment vous analysez les propos du président Ouattara?
Non, il a été très sage, il faut le préciser, parce que ça sent qu'il a quand même la volonté de crisper la crise, de faire en sorte que le Mali et la Côte d'Ivoire puissent retrouver leur amitié d'antan et qu'on ne puisse pas dire qu'entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est le chien et le chat. Si vous analysez bien son discours, même si son remerciement n'est pas allé tout droit à l'endroit du président Assimi Goïta, je trouve qu'il a été très clément dans ses propos et il est allé même... Mais déjà, Lomé, le ministre d'État Ouattara avait remercié directement le gouvernement malien. Tout à fait. Oui, et donc, sans doute au nom de son président. Tout à fait. Et donc, moi, je trouve qu'il a été très sage dans ses propos. Et ça prouve que, même si vous analysez même la vie même du président Ouattara, il a organisé des rencontres avec des gens plus coriaces, avec ses ennemis les plus rudes de l'histoire. Je parle ainsi de Laurent Gbagbo, de Bédié qu'il a reçu après des années de crise et tout. Moi, je trouve que c'est un homme qui a la volonté, sinon qui a un grand cœur, qui peut avoir beaucoup d'ouverture vers donc, le président de la transition, Assimi Goïta. Je voudrais aussi rebondir par rapport à la question des coups d'État qui assaillent un peu partout l'Afrique subsaharienne, surtout l'Afrique subsaharienne ces derniers temps. Et pour ainsi dire que, vous savez, lorsque vous avez des dirigeants qui viennent au pouvoir avec la fraude électorale, vous voyez que le peuple, la masse populaire qui n'a aucun moyen de pouvoir donc défendre son droit, parce que lorsque on sanctionne l'homme politique aux urnes, vous comprenez. Mais lorsque vous allez aux masse urnes, populaire, vous allez aux urnes, vous votez, mais la sanction n'a pas d'effet. Et que les mêmes personnes qui ne devraient pas diriger parce qu'ils sont entachés d'irrégularités et surtout, ils sont non seulement imbibés dans des histoires de corruption et de malgouvernance, vous comprendrez simplement que le seigneur de la masse populaire serait peut-être celui-là qui a la force de pouvoir renverser cette personne-là. Je n'encourage pas, il faut le dire, les coups d'État, mais ici, il faut interpeller ces chefs d'État-là, je me mets en réserve d'appeler les noms, qui, par la fraude, par la malgouvernance, essayent donc d'engouffrer le peuple et la masse populaire au cours de leur gouvernance. Donc les militaires viennent répondre aux cris des populations, vous voulez dire? Bien sûr. Et les acteurs politiques de l'opposition sont où? Non, en réalité, quand vous êtes au pouvoir, vous avez à charge d'assumer le rôle que le peuple vous a confié. L'opposant ou bien l'opposition, les partis politiques de l'opposition n'ont pas la charge de l'État. Ils sont que là pour essayer donc de proposer des choses à travers donc leur regard critique par rapport à la gouvernance de celui qui est au pouvoir. Et donc cette charge-là incombe carrément aux hommes qui sont au manège de l'État, de pouvoir faire en sorte qu'on ne puisse pas aujourd'hui assister à une certaine pauvreté extrême. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. Lorsque vous dirigez un peuple et que ce peuple est tellement abattu et qu'il n'arrive, mais il n'a pas de souffle, vous risquez simplement d'être renversé parce qu'il y a quand même la nature qui paye. Et donc ici, il faut interpeller plutôt ces gens-là qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas changer leur manière de faire les choses, qui ne veulent pas changer la manière de gouverner, qui ne veulent pas vraiment étendre leur gouvernance. Pour vous, c'est à ce seul prix qu'on peut éviter les coups d'État. On peut éviter le coup d'État. Parce que si tout est transparent et que tout va bien, je pense que nul aujourd'hui ne peut aujourd'hui dire... Et puis vous allez même remarquer que lorsque le coup d'État est consommé, je ne peux pas dire que c'est toute la population qui sort, mais il y a une marge importante de la population qui sort pour acclamer ces gens-là. Mais ça fait partie des procédures du coup d'État. Quand vous avez fait un coup d'État, vous mettez une partie de la population dans la rue pour vous acclamer. Non, c'est pas... C'est comme en politique. En fait, dire ça, c'est insulter la mémoire de tout un peuple. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque un peuple sort pour acclamer, c'est pas le peuple qui sort, c'est une partie du peuple. Une partie du peuple. En tout cas, je le dis parce qu'une partie du peuple est le peuple. Oui. Allez, on va écouter, si vous le permettez, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Il a parlé. Je me réjouis de vous voir aujourd'hui de retour sur la terre ivoirienne. Nous sommes heureux pour vous, heureux pour nous, heureux pour nos familles, heureux pour la nation.
Bien évidemment, maintenant que cette crise est derrière nous, nous pourrons reprendre des relations normales avec le pays frère qu'est le Mali, qui a besoin de nous et dont nous avons besoin également. Les Maliens sont nos frères. Sont nos frères. Madame Dado Noviekou. Oui, nous sommes tous des frères et des sœurs en Afrique. Donc, c'est tout simplement logique. Et je me dis que les mots du président Ouattara nous viennent encore une fois confirmer que chacun d'eux veut la paix. Et lui, je dirais qu'il fait le pas d'ouverture. Maintenant, quitte au Mali de aussi accepter cette main tendue-là pour ensemble aller au bout de cette crise. Parce que même si le président Ouattara dit cette crise est derrière nous, je ne dirais pas totalement. Cela a parce qu'il y a un beaucoup de mémorandum qui est là et qu'il va falloir respecter. Et donc, le processus de dénouement de la crise est en cours. Il va falloir aller jusqu'au bout en veillant au respect de ce qui est contenu dans ce mémorandum. Maintenant, qu'est-ce qui est contenu? Moi, personnellement, je n'ai pas encore connaissance. Il sera intéressant aussi qu'on sache qu'est-ce qui est défini comme clause. Et là, on verra bien si chacun respecte ou non, pour qu'il n'y ait pas encore une prochaine crise. Et donc, en tout cas, j'apprécie cet esprit d'ouverture, j'apprécie les mots qui sont employés et j'espère que les deux pays vont pouvoir mieux collaborer parce que c'est clair que la crise ces 6 mois n'ont pas été faciles et que ça a certainement ralenti l'élan de collaboration, de fraternité et puis l'esprit de panafricanisme, comme dirait le grand frère. Alors, je voudrais quand même revenir un peu, si tu permets, sur le débat qui était là sur le tapis tout à l'heure par rapport à la question des coups d'État, de la malgouvernance. Je dirais que, comme le doyen l'a dit, il faut bannir les coups d'État de la même manière. Et c'est là que je reviens peut-être l'autre en disant qu'il faut aussi bannir la malgouvernance. Parce qu'en fait, c'est une question de cause à effet. Si les coups d'État ne viennent pas de façon, je dirais, imprévue ou de façon, je ne sais pas, je n'ai pas le mot, mais ça dit que... Pas spontané, mais... Parce que les coups d'État sont toujours imprévus. En fait, dans tous les cas... Si le régime sait qu'il y aura coup d'État, le régime va déjouer le coup d'État. Au Mali et au Burkina Faso, on a plus évoqué les questions sécuritaires. Voilà. C'est vrai, en Guinée-Conakry... il y a des motivations qui entraînent ou qui amènent des gens à faire des coups d'État. Même si on le reconnaît, ce n'est pas la solution. Parce que on a vu au Burkina... Le coup d'État est arrivé, mais est-ce que Damiba avait eu les moyens de pouvoir faire ce qu'il... En tout cas, je ne sais pas s'il avait eu les moyens ou pas, mais ce qu'il a promis n'a pas été véritablement ça. Et donc, ça a entraîné un autre coup d'État pour dire qu'en réalité, les coups d'État, ce n'est pas quelque chose à souhaiter. Mais au même moment, la réflexion devait être, mais s'il y a ces genres de coups d'État, c'est quoi la cause? Qu'est-ce que les gens cherchent? Et là, il va falloir aller à la source pour régler le problème. Et dans ce cas, on aurait évité tout simplement ces histoires de coups d'État qui, en réalité, ne font pas du bien. Mais au même moment, quelque part, oui, ça répond à une situation. Quand je prends le cas du Mali, on s'en souvient encore quand le président de Ibeka, au même moment que la population était dans une situation compliquée, que les gens trouvaient difficile à manger, mais son fils, il faisait quoi? Donc, c'est ces genres de situations qui parfois frustrent les gens et parfois les gens ne font plus la différence entre ce que le coup d'État, quel est le côté négatif de coup d'État. Donc, je me dis, il faut en fait traiter les situations vraiment au niveau structurel et non juste condamner les coups d'État, mais aller plus loin pour voir qu'est-ce qui entraîne ces coups d'État et anticiper pour les éviter. Alors, chers amis, vous savez, il y a une médiation qui a tellement contribué à la libération finale des 49 militaires ivoiriens. On va parler de cette médiation, mais bien avant, on va marquer une petite pause.